Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et cette semaine nous vous parlons d'Antise sur la rue Stanley à Montréal. Montréal Hanté offre des promenades thématiques, des enquêtes sur le paranormal et une tournée des bars hantés de Montréal. Pour en savoir plus sur cette organisation fondée par Donovan King, je vous invite à suivre les liens dans la description. Je vous invite également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. Et maintenant, parlons fantômes. 1428 rue Stanley est un bâtiment quelconque en briques au cœur du centre-ville de Montréal qui est rempli d'histoire. Délabré sur ses 3 étages, c'était jadis le centre du village gay West End Peel Stanley des années 1970, quand les bars Le Mystique et le Trox y étaient situés. Les raids policiers ont suscité une forte réaction de la part des partisans des droits civils. Mais quand le village gay migra vers l'Est dans les années 80, les bars commencèrent l'agonie d'un long déclin avant leur éventuelle faillite. Depuis, d'autres commerces ont tenté leur chance dans le bâtiment, mais la rumeur veut qu'ils soient hantés. Selon certaines sources, le bâtiment sans prétention a des fantômes. Une cliente du nom de Suzanne a contacté Montréal Hanté il y a quelques années pour partager le récit effrayant de ce qui eut lieu alors qu'elle était employée d'un bar nommé Glace, il y a quelques décennies déjà. Quand elle a commencé à y travailler en 82, le Mystique tenait encore le coup et avait une clientèle fidèle. Elle s'en souvient parce que l'entrée des employés du Glace se trouvait au sous-sol où se trouvait le Mystique. En effet, dans les années 80, on trouvait 3 clubs et une taverne dans le bâtiment. Le Mystique au sous-sol, une taverne au premier, peut-être le Stanley, Glace au milieu qui changea de nom pour le Sphinx et un club rock qui s'est appelé tour à tour l'Oxygène, le Blitz, puis le Métal au dernier étage. Les expériences bizarres de Suzanne ont eu lieu après la brève réouverture du Sphinx en 1995. Elle y a travaillé quelques mois seulement. L'endroit n'était pas agréable. De grandes vagues de dépression l'engouffraient, disparaissant dès qu'elle sortait. Il lui a fallu du temps pour comprendre que ça venait du bâtiment et non d'elle, pensant au début qu'il s'agissait d'une nostalgie des années de jeunesse dans le bâtiment comme cliente et employée. Mais comment expliquer alors la soudaine libération de cette dépression dès qu'elle sortait? Elle n'était pas convaincue qu'il s'agissait seulement d'une question d'air frais. Suzanne développa sur les sentiments sombres en expliquant que c'était si lourd qu'elle en pleurait souvent. Quelques collègues ont cru faussement qu'elle était droguée. Elle ne buvait même pas au travail. Elle pensait qu'elle était en train de s'effondrer mentalement puisque ça lui était déjà arrivé 1 an ou 2 auparavant. Mais encore, pourquoi redevenir normale une fois la porte franchie? Elle se savait en santé et ça l'avait vraiment dérangée, ayant nettement l'impression qu'elle perdait l'esprit. La mauvaise humeur persista les 6 mois qu'elle y travailla. C'en était devenu une sorte de jeu. Tu entres par la porte et un gros nuage noir de dépression t'engouffre. Mais rien à craindre, car dès que tu sors du bâtiment, il disparaît comme par magie. À chaque fois, et plus rapidement que tout antidépresseur sur le marché. En plus de souffrir de l'énergie négative du bâtiment, Suzanne eut d'autres expériences qu'elle pourrait décrire comme paranormales. La plus bizarre étant des pas de géants au dernier étage, autour de 5 heures, quand le personnel relaxait en buvant quelques verres au bar. Cela ne se produisait pas souvent puisqu'il partait ordinairement vers 4 heures du matin et rarement se tenait au bar après le travail. Mais cette nuit-là, il parlait et avait du plaisir en se souvenant des années 80 dans le club quand c'était vraiment hot et branché. Soudainement, ses grands pas lourds retentissent en haut. Exactement comme si quelqu'un de vraiment lourd courait le long de l'étage plusieurs fois d'une traite. En blaguant, elle se demandait qui était ce gros lard qui doit courir le matin à 5 heures. C'est là qu'elle a vu le regard des autres, le gérant et le propriétaire. Leur face était blanchie et ils ne riaient pas. Ils étaient effrayés, perplexes et très secoués. Le fun était fini.
Elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un là-haut, mais ils lui ont dit que c'était impossible parce que, premièrement, les deux portes pour accéder à l'étage supérieur étaient verrouillées, enchaînées et cadenassées. Et deuxièmement, l'étage en entier servait d'entrepôt pour des chaises et des tables qui n'avaient pas servi depuis des années. Il y en avait vraiment beaucoup et ils étaient tous empilés. Autrement dit, l'étage était bondé de tables et de chaises au point qu'il était impossible de s'y déplacer, encore moins de courir. Alors ils sont montés pour enquêter, mais les pas de course avaient cessé. Les deux portes étaient en effet verrouillées, enchaînées et cadenassées. Ils ne purent marcher que quelques pas dans l'espace devant les portes. Profondément dérangée, elle décida que c'en était assez et décampa. Ils avaient tous entendu le bruit, mais avoir une personne là-haut était impossible. Elle est sortie très rapidement, apeurée, et ayant le besoin de rentrer chez elle, se vider la tête pour essayer de donner un sens à tout cela. Elle voulait être seule, en partie parce qu'elle savait que les gens avec qui elle avait eu l'expérience n'étaient pas très ouverts à la notion de fantômes et de phénomènes paranormaux, et elle était trop ébranlée pour argumenter. Une des choses les plus étranges dont se souvient Suzanne ce soir dans la chambre aux chaises bondées fut la soudaine chute de température, un froid glacial où ils pouvaient voir leur souffle, en plein début d'été. De retour au travail quelques jours plus tard, personne n'en parla. Le sentiment d'oppression était là et elle sentait qu'elle était seule à le vivre. Elle a laissé l'emploi quelques semaines plus tard. Les gens avec lesquels elle travaillait et qu'elle connaissait depuis des années étaient rendus presque méchants, suspicieux et menteurs. Et c'était très étrange et bizarre. Elle ajoute avoir le sentiment d'être partie juste à temps. L'expérience bizarre de Suzanne est peut-être liée à l'histoire turbulente du bâtiment qui a vu beaucoup d'énergie négative au fil des ans. En ce qui concerne ses propres théories sur le paranormal, elle fait remarquer qu'avec autant de clubs différents étendus sur autant de décennies, maintes altercations violentes ont eu lieu. Couteaux, pistolets, des gens sous-morts dans les escaliers en descendant et quelques crimes passionnels au trucs. La plupart n'étaient que des rumeurs, mais quelques-uns se sont produits alors qu'elle y travaillait. En dépit des histoires de tragédies occasionnelles ou de violence, le mystique et le trox ont une place particulière dans l'histoire de la communauté gay de Montréal. Comme mentionné, dans les années 70, les bars étaient situés dans le ghetto gay du West End Peel Stanley, prédécesseur du fameux village gay de Montréal, maintenant dans l'Est. Aux premières heures du 21 octobre 1977, de nombreux policiers s'attroupèrent sur la rue Stanley dans le but de descendre dans les deux bars. En arrivant avec leurs mitraillettes, les policiers fondirent sur les bars, arrêtant au total 146 homosexuels, tous pour des accusations hasardées. Avant d'être empilés dans une petite cellule pour la nuit, plusieurs d'entre eux furent testés de force pour des maladies vénériennes, ce qui impliquait l'insertion d'un coton-tige dans l'urètre. Le lendemain, ils furent accusés de grossière indécence. Les citoyens, outragés par la discrimination, se mobilisèrent. L'événement fut perçu comme le Stonewall de Montréal, une reprise de l'oppression soufferte par la communauté LGBT à New York en 1969. À l'époque, plusieurs Montréalais avaient l'impression que les autorités municipales tentaient de retirer tous les éléments de la communauté gay du centre-ville et de les repousser vers les banlieues dans l'Est. Le soir suivant, la tension était palpable. Plus de 3000 personnes, homosexuelles et alliés, marchèrent à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Stanley. Pour protester contre le harcèlement policier, ils obstruèrent la circulation, paralysant en somme le cœur du centre-ville. Ce geste de résistance attira une énorme attention médiatique et mit en relief les abus des droits de la personne à Montréal. La une du Journal de Montréal s'exclama « Les homos et la police, c'est la guerre ». La pression montant, la classe politique se démena pour résoudre le conflit. Le mois de décembre suivant, l'Assemblée nationale du Québec approuva la loi 88, ajoutant l'orientation sexuelle à la Charte des droits de l'homme et rendant illégale toute discrimination. Cette loi fit du Québec le premier endroit en Amérique du Nord à offrir une telle protection, mettant en 1979 le premier défilé de la fierté gay en branle. Malgré le rôle important que joua le mystique à sécuriser les droits de la communauté LGBT à Montréal, le bar ferma ses portes en 2009. Après 37 ans d'opération, c'était le plus vieux bar gay de Montréal à sa fermeture. Le village gay avait migré vers l'Est, emportant avec lui plusieurs anciens gérants.
Le village du West End n'était plus. Entre-temps, une archiviste à l'œuvre sur cette histoire fit une rencontre étrange lors de ses recherches à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. S'appliquant à rechercher dans les journaux qui ou quoi aurait pu hanter l'endroit, elle voit soudainement sur l'écran qu'une fusillade avait eu lieu à l'Oxygène en 1979, blessant 5 personnes par balle. Elle continue à lire et bientôt sent une main lourde sur sa tête qui la pousse vers le bas. D'un coup, un mal de tête apparaît. Quelques minutes plus tard, elle cesse de lire et le mal de tête disparaît. L'archiviste enquêtait sur Claude Montreuil et Claude Joly, 2 hommes qui avaient été accusés de meurtre après avoir ouvert le feu au club L'Oxygène la nuit du 27 décembre 1979. Les 2 hommes avaient rencontré dans le club un groupe de jeunes Italiens qui s'étaient invités à leur party quelques semaines auparavant. À la suite d'échanges houleux, les hommes décidèrent de régler le tout dehors. Toutefois, pendant qu'ils filaient vers la porte, Montreuil donna l'ordre à Joly de tirer sur les Italiens. Il en résulta un bain de sang. Bien que Montreuil et Joly eussent clamé s'être défendus, le juge siégeant ne crut pas à leur défense, disant que la chose eût pu être évitée s'ils étaient restés chez eux. Joly fut condamné à 25 ans de prison et Montreuil à 12. Dérangé, l'archiviste contacta un médium qui lui dit que c'était peut-être une entité qui l'avertissait qu'elle empiétait sur son territoire, comme si elle voulait qu'elle cessât sa recherche. Également, un photographe envoyé pour prendre des photos du bâtiment eut aussi une rencontre étrange. Après 1 heure passée à documenter les lieux, il fut sous le choc de retour dans son studio en découvrant que chacun de ses clichés avait mystérieusement été supprimé de son appareil. À sa 2e visite, les piles fraîches de son appareil habituel se vidèrent mystérieusement. Il décida d'utiliser son cellulaire seulement pour découvrir qu'il avait disparu inexplicablement. C'est à sa 3e tentative, après avoir acheté de nouvelles piles, qu'il put finalement prendre ses photos. Enfin, son cellulaire fut découvert par un commis de bureau du côté ouest de la rue Stanley. Chose inhabituelle, car le photographe était à l'est de la rue à ce moment. Est-ce possible que la même entité qui harcela l'archiviste soit aussi responsable de la suppression des photos et de la disparition du cellulaire? Si oui, pourquoi voudrait-elle empêcher l'enquête du bar hanté? Au moment où Montréal Hanté fit ses recherches, Brigade Pizza occupait le bâtiment depuis avril 2013, offrant des pizzas napolitaines sur commande, des salades et des panuozzo, un nouveau concept au Canada. Interrogé, le jeune personnel de la pizzeria a été surpris d'apprendre que le bâtiment était supposément hanté. Selon une demoiselle, personne n'a fait d'expérience récente qu'on pourrait qualifier de paranormale, et les étages supérieurs du bâtiment étaient alors offerts comme espace de bureau. On ne sait pas si les activités paranormales se poursuivent, et on ne sait pas non plus l'identité de cette entité qui aurait agressé l'archiviste et le photographe. Avait-elle quelque chose à cacher? Un meurtre non résolu peut-être? Quoi qu'il en soit, le 1428 de la rue Stanley a une longue histoire d'incidents allant des crimes passionnels aux fusillades, en passant par la brutalité policière et la violation des droits de l'homme. Ce genre d'incident négatif peut être à la source de certaines activités paranormales. D'autres recherches et peut-être d'autres événements seront nécessaires pour en savoir plus. Si vous avez une hypothèse sur le fantôme de la rue Stanley, n'hésitez pas à nous en faire part. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.